refait le Mac, le podcast. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod et de l'iPhone. Vous le retrouvez également sur la plupart des portails de vidéos, mais également sur Clubix, sur TF1 News, sur iCreate, le CD-ROM, et enfin sur l'application iPhone. Cette semaine, on refait le Mac a mis le cap sur Monaco à l'occasion du MEDPI, un salon dédié à la high-tech. Mais tout de suite, c'est le sommaire. Google fait feu de tout bois pour contrer Apple et son iPhone, et ça marche. La part de marché d'Android a été multipliée par 4 dans le monde en un an, et ses smartphones dominent désormais l'iPhone. Est-ce le début de la fin pour Apple ? La pomme et son mobile pourront-ils résister seuls au rouleau compresseur de ces centaines de téléphones sous Android et vendus moins cher, surtout que Google lorgne aussi du côté des tablettes et désormais sur le marché des ordinateurs avec les Chromebooks, des ordis connectés en permanence au net et qui veulent envoyer au musée Windows ou encore macOS. On refait le Mac épisode 63, Android Chromebook menace sur Apple. Avec comme invité cette semaine Cédric Ingrand de la chaîne Info. Ça va bien, Cédric ? Salut Olivier. Tu es au bureau là ? Bah oui, on n'est pas habitué à faire ça. Alors à des horaires de bureau, regarde toi, t'es éclairé par la lumière du jour, moi par celle des néons, des bureaux de TF1 News. Mais c'est pas grave, ça fonctionne quand même. On avait prévu de vous faire l'émission au bord de l'eau, mais en fait il y a trop de contre-jours, donc malheureusement on était obligé de se réfugier. Oh, il y a trop de soleil à Monaco, elle est trop dure ta vie, Olivier. Il y a trop de soleil à Monaco. Au centre, vous le reconnaissez, c'est Rodrigo Sepúlveda-Schultz, un investisseur, un podcasteur, un entrepreneur. Ça va bien, Rodrigo ? Super. Non, mais la rumeur de la ville dit que Rodrigo aurait vendu une des boîtes dans lesquelles il investissait. Mais ce n'est que la rumeur de la ville. Voilà. Reprise par Frenchweb et d'autres. Un resto. Dernier personnage récurrent dont on refait le Mac, c'est Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Bonjour Monsieur X, comment ça va ? Très bien, bonsoir Son Altesse Sérénissime Olivier, cette circonstance pour toi. SAS Frigara, oui. Ben, j'ai pas croisé les futurs couples, les futurs mariés, mais qui sait, on ne sait pas. Messieurs, une émission où on va pas parler beaucoup d'Apple, mais beaucoup de Google. La semaine dernière, quelques semaines seulement avant la WWDC, la conférence des développeurs Apple, c'était les développeurs de Google qui se sont réunis. L'occasion de faire un point sur la plateforme Android, la plateforme de smartphone du moteur de recherche, mais également de Chrome, l'autre grande plateforme qui pointe le bout de son nez. D'emblée, les responsables de Google, messieurs, ont martelé sur les chiffres de vente, les chiffres d'utilisation de smartphones Android par le monde. Et le moins qu'on peut dire, Cédric, c'est que Android taille, je vais y arriver, des paupières à l'iPhone. Pendant longtemps, souvenez-vous, à chaque fois qu'il y avait une keynote chez Apple, on annonçait le nombre d'activations d'appareils iOS, d'ailleurs sans faire forcément le détail entre les smartphones, les baladeurs, etc., par jour. Et là, ils ont sorti un chiffre, 400 000 activations quotidiennes de nouveaux appareils. C'est dément, 400 000 par jour, c'est fou. Souvenez-vous, quand il était à 160 000 par jour, on disait c'est énorme. Et pour un total d'appareils en utilisation j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est quelque part autour de 100 millions. Donc c'est pas mal pour un petit pays comme ici, pour un petit système gratuit ou presque. Le dernier chiffre qu'on avait, Cédric, à titre de comparaison du côté d'Apple, c'était en septembre 2010 et ils annonçaient 230 000 activations par jour, donc ça remonte il y a... Alors on a rien eu de trop frais, mais enfin peut-être qu'Apple va arrêter de se battre sur ce terrain-là parce que ça n'a plus d'intérêt. Si maintenant c'est 300 ou 300, enfin si c'est moins, ils l'annonceront pas forcément. Non, tout ça pour dire qu'on savait qu'Android se portait bien, voire très bien. Ce qu'annonce Google à Google I.O. ne fait que le confirmer. Dans le monde. Oui. Rodrigo, finalement, la tentative d'Apple de résister tout seul avec son standard, le sien, face à l'ensemble des acteurs, 310 appareils sous Android de par le monde, 310 pas 10 marques différentes, mais 310 modèles. Comment Apple peut résister à ça ? Est-ce qu'il va avoir une tentative ? Est-ce qu'ils peuvent résister à ce rouleau compresseur ou simplement se contenter, entre guillemets, de rester sur le haut de gamme, Rodrigo? Non, mais je vous rappelle, l'iPhone a 4 ans et quelques mois, 4 ans et un mois, et l'iPhone fait aujourd'hui
plus de 50%, enfin le dernier chiffre que j'ai vu c'était 49% avec une croissance fulgurante du chiffre d'affaires d'Apple, qui est devenu la deuxième KPI mondiale. Donc quel rouleau compresseur en face? C'est un succès phénoménal pour Apple, ils grandissent en termes de chiffre d'affaires, ils ont inventé la catégorie, ils ont défini le form factor, ils ont défini l'écosystème. Quel rouleau compresseur Android en face. De toute façon, depuis le début, on le disait, Apple avait tort de se battre sur le terrain de j'ai la majorité du marché. C'était une erreur parce qu'évidemment, ça pouvait pas tenir. On peut pas, avec un seul modèle et un seul constructeur, dire j'ai la majorité du marché. Je suis pas d'accord sur la création du form factor, etc. Parce qu'il y avait des smartphones avant Apple, mais on est bien d'accord qu'il y a un avant et après iPhone. Ça, il y a pas de débat. Une tablette plate ou un petit écran plat avec un bouton. Ça ressemble quand même un petit peu à du Apple. Personne n'avait vraiment fait comme ça avant. Si, le F700 de Samsung, sorti avant l'iPhone. Mais vendu à 3 exemplaires. Ah oui, mais peu importe, on dit avant, on dit pas qu'il y avait la majorité du marché. Bon, bref, vous avez d'un côté un constructeur avec un système qui est fermé, qui n'appartient qu'à lui, et de l'autre côté, de fait, un système ouvert qui, depuis le début, était fait pour être ouvert à tous, et même à des téléphones à différents niveaux de prix, etc. Parce que le plus important là-dedans, c'est le prix. C'est-à-dire que le prix d'entrée dans la galaxie Android, sans jeu de mots, c'est pas 200 €, c'est 1 €. Donc c'est logique qu'en termes de vente, Android s'y retrouve. C'est absolument logique. Si je reviens un petit peu en arrière, je vous avais montré il y a beaucoup d'épisodes, allez voir dans les archives, la part de marché d'Apple croissante, mais surtout la part de marché de Nokia, qui était le géant à abattre, qui était en décroissance absolue. Et je parle en part de marché de marge, c'est le seul truc intéressant sur les smartphones. Donc pour quelqu'un qui n'existait pas dans cet écosystème, ils sont devenus numéro 1 mondial, ils ont absolument tout créé, à mon sens, dans le secteur. Donc maintenant qu'il y ait une concurrence qui s'affiche en face, tant mieux. Montrez-moi les centaines de milliers d'applications développées. Ah bah si, elles y sont, ça y est, en centaines de milliers, ils ont dépassé. Mais absolument, en juillet, ils vont dépasser l'App Store, ils vont dépasser iOS, ils sont à 200 000. Juste un mot avant de donner la parole, Monsieur X. En gros, 200 000 applications gratuites et payantes aujourd'hui données par Google et 4,5 milliards d'applications installées de par le monde. Monsieur X. La situation de Apple versus Android aux États-Unis n'est pas du tout la même que la situation de Apple versus Android en Europe. Et j'en veux pour preuve que Apple est beaucoup plus faible en Europe. C'est aussi pour ça, et c'est pas un étonnement à avoir, que Microsoft a décidé de lancer sa version smartphone de son système d'exploitation en Europe. Si on prend les chiffres en Europe que je connais bien, aujourd'hui, Android est encore très très loin, et très très loin des chiffres annoncés au global par Google. Aujourd'hui, c'est à peu près 1 pour 10 en termes de parc installé. Donc, Android est devant au global, mais surtout, moi, ce que je pense, c'est qu'Android a beaucoup de marge parce qu'ils n'ont pas encore conquis l'Europe. Ça, c'est mon premier point. Et mon deuxième point, c'est qu'il faut arrêter de se faire un petit peu, entre guillemets, enfumer, et je sais là aussi de quoi je parle par les gens du marketing, quand on parle de base installée et d'applications téléchargées. Ça ne veut absolument rien dire. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on appelle le taux de rétention, c'est-à-dire les applications qui, au bout d'un mois, 40 jours, 50 jours, 2 mois, sont véritablement utilisées sur chaque combiné. Et là, une chose est sûre, c'est qu'Apple fait la course en tête. Mais ce n'est pas tant le succès d'Apple que des éditeurs logiciels. Là où contribue Apple, c'est que certainement leur plateforme de développement est beaucoup plus facile et qu'elle est compacte, il n'y a qu'une seule version du système d'exploitation, alors que c'est vraiment éclaté et la galère sous Android. C'est peut-être d'ailleurs la plus grosse news pour moi de Google I.O. Ils vont faire un pas dans ce sens. Et sans ce pas, un avenir toujours un peu quinquant pour Google. Donc là, il y a une nécessité d'unification de l'interface. C'est ça l'urgence chez Android aujourd'hui, Cédric. Ouais, c'est le vrai problème jusque-là. D'abord parce qu'évidemment, en donnant un système qui, au moins sur le papier, est open source, ça permet à chacun de le faire dans le format d'écran, la résolution, le truc, les puces qui vont derrière, enfin chacun sur mesure. Donc évidemment, ça donne des différences de version qui aident pas à développer, par exemple, un Android Market, j'allais dire App Store, un Android Market unique, parce que pour les applications, s'adapter immédiatement à tous les formats, c'est pas possible. Tout le monde en plus rajoutait son interface au-dessus du Google Pure Beurre, on va dire, de l'Android Pure Beurre. Et là aussi, on le voit sur les tablettes, toutes les tablettes qui ont été annoncées là sous Honeycomb et la suite. Là, ce sera la même interface pour tout le monde, ce sera du pure Google, ce sera même estampillé dessus. Bref, il y a des choses qu'ils avaient tenté pour conquérir des constructeurs en disant vous garderez la main, pour conquérir des opérateurs aussi, c'est important. Ou là, non, ils vont revenir sur un truc qui va permettre justement de développer les
l'écosystème des apps de manière un peu plus unifiée, mais je crois que Monsieur X a mieux compris ça que moi. Il y a une chose qui est importante quand on parle de téléphonie, c'est l'ARPU. Là, de ce côté-là, l'iPhone, lui, il reste loin devant, Monsieur X. Définir ARPU. Alors, l'ARPU, ça veut dire average revenu per user, ou en français dans le texte, revenu moyen par utilisateur de smartphone, par abonné. Donc c'est le en revenu, général par mois. Par mois, oui. Quel puits de science. C'est le revenu que va faire l'opérateur en vous faisant payer votre forfait tous les mois, mais aussi les services additionnels. Donc, voilà. ARPU qui est difficile à calculer maintenant parce que une bonne partie de l'ARPU, peut-être pas la majorité, mais une très bonne partie de l'ARPU n'est pas visible depuis l'opérateur, puisque c'est les applications que vous achetez par exemple sur iPhone ou sur Android Market, c'est directement facturé par Apple ou Android. Mais effectivement, la bataille, elle est là. Et alors là, sans aucun doute, aujourd'hui, Apple a une très très grande avance, parce que développer, on va dire, tous les logiciels, tout ce qu'on appelle les magasins applicatifs pour vendre des médias ou des biens dématérialisés à travers iOS ou à travers Android, Apple a une sacrée avance, et malgré des conditions très défavorables, on en avait parlé pour la presse, qui étrangle un petit peu la presse, Apple a une sacrée avance. Une fois de plus, là où Google est très malin et il profite de toutes les opportunités, ils essayent d'aller vite. Si j'ai bien compris à Google I.O., ils ont annoncé pour leur magasin en ligne des conditions qui sont bien plus avantageuses pour les éditeurs logiciels que chez Apple. Je crois avoir vu passer le chiffre de 5%, ce qui serait donc 6 fois moins cher aux États-Unis et 8 fois moins cher par rapport à Apple en Europe, pour essayer de rattraper leur retard. Donc là, oui, une fois de plus, il y a danger, même si les applications, elles sont vraiment vendables ou utilisables, celles qui permettent d'embarquer de la vente de médias ensuite sur des versions plus hautes d'Android, à partir de 2.2 par exemple. Et donc là, le parc installé de téléphones Android, il faut retirer tous les entrées de gamme dont on parlait. Toujours avec des fusils, des canons dirigés vers Apple. Bien sûr, on a vu qu'il y avait une avancée aussi au niveau des tablettes, une tablette qui s'enrichit, un système qui s'unifie également, un système qui s'ouvre à des périphériques USB. Ça fait rêver, Cédric, pour les utilisateurs d'iPad. Oui, évidemment, il y a toujours cette espèce d'ouverture qui est totalement différente, mais après tout, quand vous faites un système open source, vous pouvez pas le fermer, ça n'aurait pas de sens. Moi, le truc qui m'a le plus impressionné pour l'avenir, même si ça va pas se voir tout de suite, ça va prendre un temps fou, mais on a vu que ça passionnait les développeurs, c'est les développements à partir d'Arduino, c'est-à-dire toute cette série de protocoles qui vont permettre de faire de la domotique et en gros sinon mettre Android dans des appareils du quotidien, enfin d'en faire des objets intelligents, au moins d'utiliser des appareils Android pour contrôler son éclairage, son chauffage, le lave-linge, le four, que sais-je encore, et d'autres objets encore, parce qu'il y avait des trucs sur le fitness, il y avait des choses sur le jeu, ça c'était assez passionnant, et donc ça veut dire que Google est en train d'envisager son système, pas juste comme un système d'exploitation de tablettes et de smartphones, mais bien d'autres choses encore. L'autre cheval de bataille d'Android, c'est la musique en ligne, bien entendu. Alors qu'Apple tarde à lancer une version cloud d'iTunes, on a vu qu'il y a eu récemment l'appellation iCloud qui était achetée très cher par Apple, on parle de plusieurs millions de dollars notamment. Là, ça y est, Google a annoncé son service de musique. Alors c'est un service de musique, mais il n'y a pas de musique hébergée, au sens qu'il n'y a pas de catalogue aujourd'hui, messieurs. Je ne sais pas si dans le monde de la musique c'est la plus grosse nouvelle, mais c'est intéressant. Moi, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est que on a l'impression que Google a pris le catalogue de produits ou de services d'Apple qui marche et a dit je lance mieux. Alors peut-être pas tout de suite, mais j'annonce mieux là à Google I.O. Et ça a été des annonces en rafale et des claques vers Apple toute la journée. Pour résumer un petit peu l'offre de Google Music, c'est une zone de stockage. C'est-à-dire on a ces MP3, on rip ces CD ou on les achète sur iTunes et après on les héberge sur Google Music et on peut les écouter à distance sur son téléphone Android, sur son ordinateur, connecté ou non d'ailleurs. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas vraiment un service de musique qu'ils ont lancé. Ça qui est intéressant, c'est un service de stockage. C'est une sorte de Dropbox ou etc. où on enverrait sa bibliothèque de fichiers MP3 pour les retrouver, tu l'as dit, sur tous ces appareils. Mais du coup, vu que Google ne fait que stocker pour vous, alors vous aide aussi à refaire des playlists, pourquoi pas. Eux, par exemple, on dit, nous, on a finalement pas conclu d'accord avec les majors parce que on ne vend pas de contenu, on vend pas de musique, on stocke pas nous-mêmes de bibliothèque musicale, on fait que stocker vos fichiers et vous les resservir comme vous voulez. Évidemment, le service d'Apple
tel qu'on l'attend sera très différent. C'est-à-dire que par exemple, Apple, il regardera ce que vous avez dans vos playlists iTunes et il vous les proposera immédiatement dans le cloud. Mais évidemment, ce sera aussi un peu plus restrictif et puis ce sera peut-être pas gratuit. Ils ont surtout une capacité phénoménale en termes de stockage pour offrir ce genre de service, Rodrigo, alors qu'Apple est obligé d'investir dans d'importants bed serveurs, des usines de stockage quasiment, Rodrigo. Oui, clairement, il y a un savoir-faire technologique extraordinaire chez Google. Ils ont refait un Internet par-dessus l'Internet aujourd'hui. Ils ont des data centers, des centres d'hébergement serveurs un peu partout dans le monde. Lors de l'éclatement de la bulle 1.0, ils ont acheté de la fibre noire. Donc, ils ont des infrastructures télécom partout dans le monde qui fait que c'est pas très cher. Ils ont développé plein de protocoles pour gérer les fichiers, pour faire les index, etc. Donc, en termes de techno, oui, c'est rien. Tu vois, c'est un epsilon en plus à faire pour eux. Alors que Apple, effectivement, semblerait être en train de tester depuis 1 an. Vous vous souvenez d'un live qui a été fait d'un keynote, une infrastructure de streaming. Ça n'a pas l'air très concluant pour l'instant, sinon ça aurait été ouvert. Oui, techniquement c'est ça. Maintenant, le service de musique dont tu parles, c'est juste, on peut faire la même chose avec iTunes. Hein. Vous déclarez que votre répertoire iTunes est sur un répertoire Dropbox dans le réseau, et vous faites la même chose quelque part. Je sais pas, Google Music, ça ne m'enthousiasme pas, ça n'a aucun intérêt pour moi. J'adore Spotify, on a la chance de l'utiliser ici en France. Ouais, c'est ça. Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous annonce maintenant, qui consiste à prendre des MP3, à les mettre quelque part, à les stocker, etc., c'est tellement hors de propos quand on est déjà sur de la musique totalement dématérialisée, qui marche sur tous ces appareils, etc., que bon, c'est un peu, c'est une guerre intéressante, mais on a déjà un peu une guerre d'avance là-dessus. Par contre, ils ont lancé un service de location de vidéos, messieurs. Ça montre quand même que les contenus, ça les intéresse chez Google. Ah bah sur YouTube et tout ce qui a trait à la télé, oui, là c'est clair que ça les intéresse pour des raisons évidentes, parce qu'ils vont finir, comme je dis souvent, par réussir Google TV. Il y a un truc itératif chez Google, c'est si tu réussis pas la première fois, tu fais un produit, tu le laisses en bêta pendant 3 ans, il va finir par être bien de toute façon, mécaniquement. Google News, c'est resté en... Ça me rappelle Microsoft, ça. Non, parce que Microsoft, ils te le vendent. Ils te vendent toutes les versions intermédiaires, oui, c'est vrai. Non, c'est méchant. Mais non, Microsoft, ils te donnent les bêtas, ils te vendent le produit d'ordinaire, mais c'est vrai que Google, je me souviens, Google News, c'est resté en bêta 8 ans, 9 ans, enfin ça n'a pas de sens au bout d'un moment, mais là, en l'occurrence, oui, évidemment, tout ce qui a trait au contenu qui va leur permettre de créer, d'avoir des accords avec des chaînes, d'avoir du sport, d'avoir du cinéma, etc., va main dans la main avec Android et Google TV. Donc là, il y a une logique éminente, finalement, même un peu plus que pour la musique. L'autre événement, entre guillemets, de ces Google I.O., c'est l'arrivée de Chrome. Chrome, on connaissait, c'est un navigateur. C'est aussi maintenant une sorte de système d'exploitation cloud et des ordinateurs conçus sur mesure, les Chromebooks. Alors messieurs, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces Chromebooks qui devraient arriver le 15 juin aux États-Unis, peut-être en France? Moi, je cours ne pas en acheter. C'est Monsieur X, le fanboy du Chromebook. Oui, absolument. Monsieur X. Non, mais moi j'utilise, on va dire, la partie émergée de Chrome OS ou Chromium, ou appelez-le comme vous voulez, qui est le navigateur Chrome. Et que moi je trouve assez élégant, assez simple, très rapide. Et puis j'utilisais une fonction qui était disponible qu'aux États-Unis, c'est-à-dire en langue anglaise en fait, mais on pouvait l'utiliser en France, mais qui a été annoncé à Google I.O. Comme disponible en langue française, et c'est le cas. C'est ce qui s'appelle le Chrome Web Store, c'est-à-dire la capacité à gérer des sites web qui sont aussi finis que des applications, comme des applications. Voilà. Et moi, ça me plaît bien, et je peux faire peut-être 95 ou même 99% de mes tâches, on va dire, habituelles, boulot et amusement, à travers ce navigateur et le Chrome Web Store. Donc c'est quoi pour moi le Chromebook ? C'est une alternative à la tablette. En gros, ils veulent réinventer l'ordinateur en plus simple, en moins cher. Et je pense surtout pour les entreprises, pas forcément pour le grand public. L'idée, c'est de dire, de toute façon, aujourd'hui, vous passez déjà 90% de votre temps sous un navigateur. En plus, maintenant, tout ce que vous faites, on peut le faire dans une application web. Si vous étiez une entreprise, imaginez un système informatique où tout à coup, parce qu'ils vont le vendre au grand public, mais ils vont aussi le louer aux entreprises, $28 par mois, tout compris, maintenance comprise, enfin pas logiciel compris parce qu'il faut payer les Google Apps à côté si vous êtes une entreprise. Bon bref, mais c'est à la fois génial et ridicule parce que ça ne coûte rien par rapport au coût. La grosse différence, c'est qu'il y a un clavier par rapport à la tablette et on va pouvoir bosser parce que oui, l'iPad est un succès, mais on peut maintenant avec 2 ans et demi quasiment de recul se regarder les uns les autres et dire des iPads vous envoyez en entreprise, hormis les quelques farfelus qu'on a amenés pour faire mine de bosser, zéro.
Voilà. Ouais. Donc ça fait le même boulot qu'une tablette, avec une autre alternative logicielle, le Chrome Web Store, Chrome. Ce n'est qu'une alternative, mais il y a un vrai clavier. Et donc, je peux vraiment travailler. Et il y a les applis Google. Est-ce que vous pouvez décrire ce produit avant de parler marché? Comment ça marche? Alors, en fait, imagine, c'est comme un laptop, mais il n'y a pas de stockage. Enfin, il y a du stockage qui est juste là pour faire mémoire tampon, pour les choses que tu es en train de voir, regarder, copier, etc., etc. Il y en a même qui ont un petit emplacement de carte SD pour prendre des photos, pour tout ça. Il y a deux modèles, un Samsung, un Acer. Ça va coûter entre 350 et 500 $ selon les modèles. Et en gros, c'est une machine qui n'existe, qui ne fonctionne que sur Internet. Tu lui donnes une connexion réseau et ça marche. Quand il n'y a pas de connexion réseau, tu peux continuer à faire ton mail en local, à taper des documents, à ouvrir des trucs, etc. Mais évidemment, c'est très restreint. Imagine un navigateur où tu n'as plus de réseau. Il y a un système de cache, mais voilà. Mais l'intérêt, c'est évidemment que, contrairement à une machine d'entreprise où là, si, je sais pas, le MacBook que j'ai devant moi tombe en rideau, il faut appeler la maintenance, c'est un peu compliqué. Là, un Chromebook, tu le perds, tu le casses, tu le brûles, c'est pas grave. T'en prends un autre, tu remets ton login mot de passe et tu retrouves toutes tes applis, tous tes documents, etc. Donc je pense que c'est un truc qui a d'abord un intérêt en entreprise où tout à coup les directions informatiques elles vont se dire quelle merveille de simplicité, plus rien à maintenir, plus de mise à jour, plus de virus, plus rien. Bref, alors ça veut pas dire qu'il y a zéro problème de sécurité possible, mais en tout cas ça va simplifier la vie de pas mal de monde. En plus ils ont une connexion 3G et par défaut on va te le vendre avec une connexion 3G avec 100 mégas de données par mois, c'est pas grand chose mais ça dépanne vachement bien pour la vie de la machine sans abonnement. Ça aussi c'est une belle avancée. Ouais, donc je suis d'accord avec Cédric, si on n'a pas de données ultra secrètes à manipuler, Chrome MacBook, ça peut être votre prochain responsable informatique. Moi, je connais déjà pas mal de petites entreprises qui n'utilisent plus que Gmail comme messagerie, sans se souvenir que dans la licence d'utilisation de Gmail, toutes leurs données sont visibles par Google, mais tant pis. Là, du coup, avec l'ordinateur qui, si le disque dur se crache, on peut le réinstaller comme par exemple aujourd'hui sur un réseau local avec un Mac et Time Machine, mais cette fois à distance sur Internet. Bah, je peux me dire, voilà, j'ai plus de responsable informatique, j'ai un gros accès à DSL synchrone qui me permet de télécharger, d'uploader à toute vitesse un Chrome MacBook et il y a basta. Alors pour vous donner ultra confidentiel, ça sera peut-être la petite exception, mais il suffit de les encrypter. Et une fois encryptés sur ma machine, ils seront encryptés là où ils sont stockés. On pourra vraiment se poser la question. Et puis une fois de plus, même si c'est regardé en arrière, il y a un clavier. On va pouvoir bosser et être productif, quoi. Donc c'est ça l'avantage par rapport à la tablette. La tablette ne pourra pas, Monsieur X, selon toi, s'imposer à l'entreprise. Bien que, tu l'as vu, notamment RIM essaie d'imposer, qui sont présents ici à Monaco avec leur Playbook, essaye quand même d'imposer leur tablette et pour certains avec succès. Peut-être dans des entreprises où l'image est importante, où tu as du travail de représentation à faire, où montrer des choses aux clients est essentiel. Tu prends par exemple une agence immobilière, retourner la tablette, montrer l'intérieur d'un appart, une photo à un client, c'est essentiel. Et peut-être que l'iPad est mieux dans ce cas-là, mais pour la plupart d'entre nous, le responsable informatique, il a 150 € à me consacrer tous les 3 ans pour m'acheter une machine. Et ça, Olivier, ça va changer. Ça va aller en descendant. Ça va passer de 150 € à 120 €. Et ça sera jamais, ou ça sera difficilement l'iPad et pas la tablette de BlackBerry tout de suite. Après, moi je pense que, pour la plupart des choses que je fais dans la journée, taper un email, la tablette, j'y arrive pas, quoi. Donc, on assiste, on en parlait la semaine dernière, ou même il y a 15 jours, de l'ère post-PC chère à Steve Jobs. Est-ce que quelque part, c'est un nouveau revers pour l'ordinateur classique, l'ordinateur que l'on connaît avec un système d'exploitation, ces données locales embarquées? Il faut quand même reconnaître qu'il y a quand même des zones où il n'y a pas d'ADSL, où il n'y a pas du haut débit comme on le souhaiterait. Donc, certes pour l'entreprise, ça peut être taillé, mais à longue échelle, ça peut effectivement peut-être s'imposer, la vision de Google. Est-ce que quelque part, c'est pas, encore une fois, encore un contre-coup pour le PC et la mort annoncée du PC, comme on l'a annoncé il y a 15 jours dans cette émission, sur le long terme, et surtout un sacré revers, encore une fois, pour Microsoft? Oui, ça, je suis assez d'accord. Contrairement à ce que dit Monsieur X, je ne crois pas que ce soit le clavier le problème, le plus grand barrage de l'entreprise. C'est que la tablette, aujourd'hui, est monotâche. On ne peut pas lancer différentes applications et nous en entreprise on bosse avec plusieurs trucs ouverts et c'est pas fait pour. C'est essentiellement ça le problème. Là tu parles de l'iPad. Ouais. Puis en plus il n'y a pas la place sur l'écran pour avoir plusieurs trucs ouverts, donc c'est des notifications qui passent derrière ou des pop-ups, c'est super chiant, enfin c'est mal fait quoi. Pour l'entreprise, il y a des alternatives aujourd'hui.
Moi, dans une de mes boîtes, déjà en 2003, on avait refusé de payer la taxe Microsoft et on avait passé tous les ordinateurs sous Linux. Ouais. Et avec un browser, on gérait tout le back-office de la boîte et tous les outils dont on avait besoin au quotidien pour la plupart des collaborateurs sur Linux. Alors, il y a des solutions un peu plus élégantes qui se rapprochent énormément du Chromebook et du Chrome OS, qui sont celles, par exemple, de Tariq Krim avec Jolly Cloud. C'est une espèce de Linux avec une interface épurée dans laquelle on retrouve que les web applications, c'est-à-dire les services qu'on utilise un petit peu partout, les Facebook, les Gmail, les Dropbox, etc. Donc, moi, je vois pas pourquoi un responsable informatique paierait encore 120 €, sauf s'il veut un truc portable qui prend moins de place. Il a qu'à installer un OS type Linux qui bride un petit peu et qu'il installe partout chez lui, quoi. Si il doit installer 400 postes de travail, tu vois, chez lui, il peut passer un peu de temps à bricoler une config un petit peu simple. Donc, oui, mais dans les faits, on ne le voit pas, convaincu, quoi. Tu as raison, mais dans les faits, on ne le voit pas. Voilà. Je sais pas, alors, je sais, c'est l'exception, mais tu vas chez Xavier Niel, chez Free Iliad, il y a 2 PC, je crois, sur les 4500 collaborateurs. Tout est sous Linux, quoi. C'est pas forcément le bon exemple. T'as quand même une grosse communauté technique de gens chez Free qui savent comment ça marche. Là, l'enjeu, c'est la PME de 32 personnes qui a pas forcément de quoi salarier 1 ou 2 responsables informatiques et qui va se dire, attends, ça coûte X, c'est par mois. Tu vois, ça plus, c'est un peu le modèle de l'informatique dans le cloud. Simplement, c'est vrai que c'est intéressant de la période que l'on vit parce qu'il y a des tournants technologiques qui s'opèrent, des choix différents, des stratégies différentes des constructeurs. La nouveauté Chromebook, pour aller dans le sens de Rodrigo, c'est vrai que c'est pas forcément une nouveauté, c'est la matérialisation d'un vieux loup de mer. Souvenez-vous du Network Computer, cher à Larry Ellison, qui enfin est matérialisé. Simplement, c'est vrai que ça va dépendre des réseaux, de leur capacité à se développer et être présent partout. Ça commence à venir, mais c'est malheureusement en France pas encore le cas partout. Mais pour les entreprises, ça peut être une solution intéressante. Messieurs, on va passer au coup de cœur, surtout qu'ici à Monaco, il y en a plein. Coup de cœur. Messieurs, vos coups de cœur. On va commencer par Cédric. Alors ça va être très rapide, mon coup de cœur de la semaine. Alors je ne sais même pas si c'est un coup de cœur, mais ça a été mon petit éclat de rire de la semaine. C'est Russell Brady, c'est le patron des relations presse d'Adobe. Il y a des blogs qui sont des blogs d'utilisateurs qui sont hébergés chez Adobe, et il y en a un qui, qu'est-ce qu'il a dit Enfin bon, bref, il y a quelqu'un qui s'est plaint de ce que disait un de ses blogueurs à propos d'Apple et qui a donc envoyé un mail au responsable en question parce qu'il se trouve que le blogueur qui parlait chez Adobe, c'était un employé d'Adobe. Et Russell Brady répond: je vous remercie pour votre email. Les employés d'Adobe ont le droit de bloguer, de tweeter comme ils veulent. Ce sont leurs opinions et pas celles d'Adobe. C'est l'un des bénéfices de ne pas travailler dans une entreprise qui est un régime stalinien. Je ne sais pas de qui il voulait parler, etc., etc. Moi, je dis, il y a des fois comme ça, il y en a, ils mettent leurs couilles sur la table et c'est finalement, voilà, c'est tout à leur honneur. Alors, Rodrigo, ton coup de cœur ce soir. J'ai un coup de cœur et puis j'ai une vraie question, existentielle presque. Mon coup de cœur, Cédric, on a déjà parlé genre au moins 2 ou 3 fois, mais ça y est, j'ai succombé au bleu Klein. Est-ce que vous connaissez le bleu Klein ? Eh ben c'est ça. Ah. C'est cette jolie couleur qui permet de téléphoner. Oui, je sais, à l'ancienne. Bonjour, maman, ça va ? Ouais, tu m'amèneras les chaussures ce soir, super. Comment, Rodrigo ? Mais regardez, il est branché à mon iPhone Magic. et ça marche super bien. Grande magie. C'est super mignon, c'est parfaitement ridicule dans la rue, mais on se promène comme ça et pour la maison, ça donne un petit coup. J'adore, ça se trouve chez Colette à Paris par exemple, et c'est pas cher. Ça s'appelle Ma question. Ça s'appelle. Il faut donner le nom. Ça s'appelle un Moshi Moshi. Moshi Moshi. Voilà. Moshi Moshi. Voilà. Ça veut dire allô en japonais. Moshi Moshi. Et c'est une fierté parce que c'est une boîte française de Hong Kong, mais française quand même. Ouais, c'est. Non mais je vous le remonte, c'est très beau, c'est super, c'est magnifique et c'est pas cher. Et puis moi on me l'a offert, donc je suis très content. Ma question existentielle, je suis en train de chercher un truc pour mettre mon iPhone justement sur mon vélo. Ah. Vous savez, je fais beaucoup de vélo en ce moment. Et je cherche un dock pour le vélo. Alors, j'ai trouvé des trucs sur Internet à $30. Je me dis, est-ce que ça va tenir les pavés de Paris ? Et puis, quand je vais sur le store d'Apple, j'ai un truc, mais qui coûte une fortune. J'ai tellement honte de vous dire le prix, qui s'appelle le iBike Dash Cycling Computer. Il y a la version Ultra Pro. C'est soit $200, soit $350. C'est le prix du vélo, là. Et je me dis, waouh, juste pour tenir mon iPhone avec Runkeeper, qui est largement suffisant, j'ai pas besoin de leur appli, sur mon vélo. Voilà. Je sais pas quoi acheter en fait, donc si quelqu'un a une idée, qu'est-ce que je prends là pour tenir mon vélo pour aller faire mes dizaines de kilomètres? Vous le mettez dans les commentaires de cette vidéo. Sur Twitter. Ou un message sur Twitter, exemple, @Rodrigo. Monsieur X, ton coup de cœur ce soir.
Alors, mon coup de cœur ce soir, moi, c'est une application iPhone avec laquelle j'ai joué toute l'après-midi. Donc la productivité au boulot n'a pas été terrible. Et qui s'appelle Talkbox, en anglais dans le texte, Talkbox. C'est tout simplement une application gratuite qui transforme votre iPhone, pour faire simple, en talkie-walkie. Sauf que c'est un talkie-walkie de groupe. Donc vous créez un petit compte, vous créez un groupe d'amis, par exemple nous 4, et vous vous envoyez dans une conversation, comme une conversation SMS sur l'iPhone, des petits messages vocaux. Et tout ça n'est pas synchrone, c'est asynchrone, donc vous avez l'impression de rejouer au talkie-walkie de votre enfance, et c'est extrêmement drôle. Vous laissez des petits messages de 3-4 secondes, ça marche en 3G, en Edge, en Wi-Fi, c'est pour déconner entre grands enfants. Évidemment, ça finit vite autour de bruitages un peu bizarres, mais c'est fait pour ça. Mon coup de cœur de mon côté, regardez, c'est pas encore sorti, c'est présenté ici au MedPi. Regardez, c'est quoi à votre avis? On dirait un dock. Une tentative de clavier. Et puis regardez, en plus j'ai un assistant de luxe parce que c'est les gens de Logitech qui sont venus nous l'apporter, qui sont exposants ici. Au MedPi, c'est le dernier ensemble clavier Bluetooth. Si tu nous dis ce qu'est le MedPi, ça nous arrange. Un salon dédié aux professionnels où on trouve tous les accessoires pour iPod, iPhone, audio, vidéo, ordinateur. Et c'est ici que les grandes surfaces, les grands revendeurs font leur marché. Où c'est marrant, c'est ça. Regardez, attention, 1, 2, 3. On prend le dock, on le plie. Voilà. Wow. On le ferme. Et le clavier Bluetooth, il va où à votre avis? Il va dedans. Pas mal. Indispensable, messieurs. Ah, c'est assez élégant, ouais. C'est pas mal. Voilà, donc c'est pas encore sorti, ça sera annoncé en fin de semaine officiellement au moment où ce podcast devrait sortir. Je cherche le prix en même temps que sur mon iPad, mais la page a bougé, ça va arriver. Ne bougez pas. Voilà, on meuble 59 €, et ça s'appelle le Logitech Keyboard for iPad, et c'est Logitech donc qui fait ça. C'est compatible avec le Mac, Olivier? Bravo. Il est compatible avec le Mac, oui, c'est du Bluetooth, bien sûr. D'accord. Ma couleur préférée, c'est marron, voilà. Moi, alors. Ta couleur préférée, c'est marron. D'accord. Il faut moi, je voudrais assorti à mon bleu clin. Ouais. L'autre exclusivité, c'est ça. Regardez, c'est pas encore sorti non plus. Qu'est-ce que c'est ça, à votre avis? Un gros truc noir brillant. Alors, ça s'appelle le Seagate GoFlex Satellite. C'est un disque dur 500 Go Wi-Fi. Il y a une batterie à l'intérieur. Ça émet sur un réseau Wi-Fi. Ça a 20 heures d'autonomie en veille et 5 heures en émission. Ça peut être partagé par 3 utilisateurs, quelqu'un sur un Mac, quelqu'un sur un iPhone, quelqu'un sur un Android, quelqu'un sur un iPad. Il y a une application pour iPhone et Android. Et toutes les vidéos, toutes les photos, quel que soit le format des vidéos, enfin les plus diverses, notamment le DivX, sont lisibles directement en Wi-Fi, en streaming, sur votre mobile, sur votre iPad. Et ça devient un vrai serveur. Il est sympa ton iPhone longue durée, 24 heures. Voilà, ça s'appelle le Seagate GoFlex. Ça devrait arriver normalement en juillet en France. C'est présenté ici au MedPi et ça coûtera 199 €. Voilà, merci messieurs d'avoir participé à ce 63e déjà épisode d'On refait le Mac. Bonne soirée au Cédric dès samedi. Non, je disais bonne soirée au One to Two ce soir, Olivier, surtout. On va essayer. On retrouve Cédric dès samedi. Je peux faire en plein au Moods après, puis au Jimmy's. Dès la semaine prochaine, je termine. Dont on refait le Mac. Monsieur X dans sa cuisine, mais là il est au bureau aujourd'hui. Et au One to Two, c'est dans pas très longtemps. J'aurais voulu vous montrer le décor, mais c'était un peu compliqué. Le Zebra Square est juste au-dessus, non? Voilà, mais on va vous faire un petit panoramique vite fait. La mer, montre-nous la mer. Ne casse pas la gueule, il y a du monde autour. Et c'est assez la mer est loin. festif. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Ouais. Et on va essayer de récupérer d'ici là. À bientôt. Bonsoir. Toutes les radios du monde et toutes vos infos, maintenant sur l'iPhone avec Radio Me.